Bonjour communauté de coups critiques. Aujourd'hui, dans ce carnet de règles, on parle de Daggerheart, le nouveau système de jeu de Critical Role. Donc aujourd'hui, on regarde plus particulièrement la création de personnages, les mécaniques de jeu pour les personnages joueurs. Dans une deuxième vidéo qui va venir bientôt, les mécaniques de jeu, oui, plus particulières pour le maître de jeu, vont être expliquées. Si vous n'en avez pas entendu parler, Daggerheart, c'est un jeu de rôle héroïque et narratif créé par l'équipe de Critical Role. Leur but était de créer un jeu avec des mécaniques simples, conçues pour une intrigue centrée sur les personnages et les combats fluides et cinématiques. Donc le jeu est conçu pour fonctionner avec tout, donc des campagnes ou des parties, je devrais dire one-shot aux campagnes longues, et les joueurs sont censés participer à la construction du monde aux côtés du maître de jeu. L'aspect dont on parle le plus du jeu est qu'au lieu d'utiliser des D20, comme dans Donjons Dragons, les joueurs vont utiliser 2 D12 de couleurs contrastées, appelés les dés de dualité, qui vont représenter l'espoir et la peur. Donc, pour accomplir une action, on lance les 2 dés, on les additionne et on détermine lequel est le plus fort. Donc, ainsi, si vous obtenez un 7 avec votre dé d'espoir et un 8 avec votre dé de peur, vous obtenez 15 en l'additionnant avec peur parce que le dé de peur est plus fort que le dé d'espoir. Donc, on peut réussir avec la peur ou on peut échouer aussi avec l'espoir, c'est possible. Si vous obtenez le même résultat sur les 2 dés, c'est un succès critique, quel que soit le résultat, mais nous verrons tout ça en détail plus tard. Donc, le livre vient aussi avec des cartes imprimées qui présentent toutes les capacités des personnages. Les feuilles de personnages aussi peuvent être téléchargées gratuitement pour être utilisées en ligne ou être imprimées. Comment créer un personnage dans Daggerheart? Créer un personnage, c'est toujours l'un des aspects les plus passionnants, les plus intéressants d'un jeu de rôle sur table, du moins pour moi. Et créer un personnage dans Daggerheart ne fait pas exception à la règle. Donc, les personnages de Daggerheart sont définis par de nombreuses options, notamment leur classe, leur fondation, qui est leur sous-classe, leur ascendance, leur communauté, qui, mis ensemble, fait un peu l'historique du personnage, et leurs expériences. Lorsqu'on crée un personnage dans Daggerheart, certaines des décisions sont purement narratives, c'est-à-dire qu'apparaissent ou n'influencent le jeu que par le biais du jeu de rôle, tandis que d'autres sont vraiment des choix mécaniques qui vont affecter les actions que les personnages joueurs vont être capables de faire et les chances que les personnages joueurs ont de réussir ou non lors des déplacements et des actions. Je vais vous donner étape par étape, comment créer votre personnage, remplir la fiche de personnage. Par contre, vous pouvez indiquer le nom de votre personnage, la description de votre personnage à tout moment durant le processus de création. Alors, je ne vais pas y faire référence en bonne et due forme. Faites-le quand vous voulez. La première étape de la création d'un personnage, c'est le choix d'une classe. Donc, les classes sont des archétypes basés sur des rôles qui déterminent les caractéristiques de classe et les cartes de domaine auxquelles un personnage joueur a accès tout au long de la campagne. Donc, il existe 9 classes. Le barde, le druide, le rôdeur, le roublard, le sorcier, le magicien, le gardien, le séraphin et le guerrier. Donc, les 6 premières se retrouvent dans Donjons Dragons pour les habitués, mais les 3 dernières ressemblent à ce qui existe déjà avec quand même des modifications. Le gardien et le guerrier sont tous deux des champions combattants non magiques. Donc, on pourrait dire que c'est 2 versants du guerrier de Donjons Dragons. Et les séraphins sont simplement des clercs et des paladins mis ensemble. Presque toutes ces classes-là, ces sous-classes, ont un parallèle direct dans Donjons Dragons. On commence vraiment à faire une distinction une fois qu'on s'intéresse aux capacités réelles des personnages, et là, on va commencer à s'éloigner du jeu mondialement connu. Pour bien comprendre le fonctionnement des classes, je dois expliquer le cercle des domaines. Donc, c'est une nouvelle mécanique qui permet de distribuer les habiletés et les pouvoirs entre les classes. Donc, il existe 9 domaines qui correspondent à différents thèmes. Arcane, c'est le domaine de la magie innée et instinctive. Ceux qui choisissent cette voie puisent dans les forces brutes et énigmatiques des royaumes pour manipuler leur propre énergie et les éléments. Arcane offre à ses utilisateurs un pouvoir volatile mais incroyablement puissant lorsqu'il est correctement canalisé. La lame, c'est le domaine de la maîtrise des armes. Que ce soit avec l'acier, l'arc ou une arme plus spécialisée, ceux qui suivent cette voie ont le pouvoir d'abréger la vie d'autrui. Les utilisateurs de la lame se consacrent à acquérir un pouvoir inexorable sur la mort.
L'os est le domaine de la tactique et du corps. Donc, les pratiquants de ce domaine possèdent un contrôle incroyable sur leur propre capacité physique et un don pour prédire le comportement des autres au combat. Donc, les adeptes de l'os acquièrent une compréhension inégalée des corps et de leurs mouvements. Le codex, c'est le domaine de l'étude intensive de la magie. Ceux qui recherchent la connaissance magique se tournent vers les équations de pouvoir consignées dans des livres, écrites sur des parchemins, gravées sur les murs ou tatouées, sur les corps. Le codex offre une compréhension approfondie et polyvalente de la magie aux adeptes qui recherchent une connaissance qui dépasse les limites de la sagesse commune. La grâce, c'est le domaine du charisme. Donc, par des récits exaltants, des sorts enchanteurs ou un voile de mensonges, ceux qui canalisent ce pouvoir façonnent la réalité de leurs adversaires, soumettant la perception à leur volonté. Donc, la grâce offre à ses détenteurs un magnétisme brut et une maîtrise du langage. Minuit est le domaine des ombres et du secret. Que ce soit par des tours astucieux, une magie habile ou le manteau de la nuit, ceux qui canalisent ces forces pratiquent l'art de l'obscurité et peuvent découvrir des trésors cachés. Minuit offre à ses praticiens le pouvoir de contrôler et de créer des énigmes. Sage est le domaine du monde naturel. Ceux qui empruntent cette voie puisent dans la puissance infinie de la Terre et ses créatures pour libérer une magie brute. Le sage confère à ses adeptes la vitalité d'une fleur épanouie et la férocité d'un prédateur affamé. La splendeur est le domaine de la vie. Grâce à cette magie, les adeptes acquièrent la capacité de guérir et, dans une certaine mesure, celle de contrôler la mort. Donc, la splendeur offre à ces disciples la magnifique capacité de donner et de mettre fin à la vie. La valeur est le domaine de la protection. Donc, que ce soit par l'attaque ou la défense, ceux qui choisissent cette discipline canalisent une force redoutable pour protéger leurs alliés au combat. La valeur offre un grand pouvoir à ceux qui lèvent leur bouclier pour défendre les autres. Donc, chaque classe donne accès à 2 domaines, comme par exemple les bardes qui donnent accès à codex et grâce, le gardien qui donne accès à l'âme et valeur, ou le sorcier qui donne accès à arcane et minuit. Donc, l'ensemble de base de Daggerheart comprend 9 decks de domaines, chacun comprenant une collection de cartes conférant des caractéristiques ou des capacités spéciales exprimant un thème particulier. Chaque carte de domaine confère une ou plusieurs habiletés que votre personnage peut utiliser au cours de ses aventures. Certaines cartes de domaine permettent d'effectuer des actions comme une attaque unique ou un sort. D'autres cartes offrent des effets passifs, de nouvelles capacités de temps mort ou des rencontres sociales ou encore des avantages ponctuels. Chaque carte comprend 6 éléments. Le nombre, en haut à gauche de la carte, indique son niveau. Vous ne pouvez pas acquérir de cartes de domaine d'un niveau supérieur à celui de votre personnage joueur. Sous le niveau de la carte se trouve un symbole indiquant son domaine. Vous ne pouvez choisir que des cartes des 2 domaines de votre classe. Le nombre et l'éclair en haut à droite de la carte indiquent son coup de rappel. Donc, il s'agit du niveau de stress qu'un joueur doit marquer pour échanger cette carte de son inventaire avec une carte de son équipement. Donc, une petite remarque ici, un joueur peut échanger des cartes de domaine entre l'inventaire et son équipement pendant les temps morts, donc repos court, repos long, sans payer le moindre coup de rappel de la carte. Aussi, sur la carte, on retrouve son nom, évidemment. On retrouve aussi le type de la carte qui est indiqué au centre, au-dessus du titre. Donc, il existe 3 types de cartes de domaine, les capacités, les sorts et les grimoires. Les capacités sont généralement de nature non magique, tandis que les sorts sont magiques. Les grimoires sont propres au domaine du codex et donnent accès à une collection de sorts moins puissants. Le texte en bas de la carte décrit sa ou ses caractéristiques, y compris les règles spéciales à suivre lors de son utilisation. Votre classe est un archétype basé sur le rôle qui détermine votre accès au domaine. Chaque classe donne accès à 2 domaines. Vous choisissez des cartes de ces domaines-là lors de la création du personnage et lorsque vous montez de niveau. Votre classe vous donne aussi un score d'évasion et vos points de vie de départ, vos objets de départ, vos aptitudes de classe et votre aptitude espoir de classe. Donc, une aptitude de classe qui coûte 3 espoirs, je vais vous l'expliquer plus tard, pour être activée. Donc, vous sélectionnez une classe et prenez sa feuille de personnage correspondante. Chaque classe commence avec une ou plusieurs caractéristiques de classe unique décrites en bas à gauche de la feuille de personnage. Donc, si votre caractéristique de classe vous invite à faire une sélection, faites-le maintenant. Chaque classe est divisée en 2 sous-classes, chacune mettant en valeur un aspect de son archétype. Donc, sélectionnez l'une des sous-classes qu'on appelle ici dans le jeu Fondation de votre classe en prenant sa carte appropriée.
Par exemple, les deux fondations d'un personnage séraphin sont la sentinelle ailée et le porteur divin, et leurs différences sont quand même assez flagrantes. Pour la sentinelle ailée, le séraphin peut dépenser un espoir pour infliger des dégâts supplémentaires et voler. D'autre part, le porteur divin peut invoquer une âme spirituelle pour attaquer les adversaires et toucher une autre créature pour soigner ses points de vie ou son stress. Donc, le joueur peut choisir une seule fondation pour son personnage. La fondation choisie confère des avantages comme la caractéristique avec laquelle le personnage peut lancer des sorts, si c'est une habileté qu'il a, et différentes habiletés tout au long de la prise de niveau de votre personnage. L'ensemble de base de Daggerheart comprend donc les cartes détaillant chaque base, spécialisation et compétence de maîtrise. Lorsque vous acquérez une de ces compétences-là, prenez sa carte comme référence pendant la partie. Chaque feuille de personnage fait 2 pages, sauf si vous êtes spécial. Donc, certaines classes ont 1 ou 2 pages de plus, comme la liste, par exemple, des formes bestiales du druide. La première page contient toutes les informations de base nécessaires pour jouer. Vos statistiques, votre santé, vos armes, votre inventaire, vos caractéristiques spécifiques à la classe. La deuxième page est votre guide de personnage et vous n'en avez pas vraiment besoin, outre quand vient le temps de créer votre personnage, donc au tout début. Quand vous gagnez des niveaux, donc ça vous donne des choix d'habileté en bas à l'arrière, et vous prenez les cartes, donc vous avez pu le regarder par la suite. Et si vous perdez le fil de votre histoire que vous avez écrit pour votre personnage et que vous voulez un rappel. Comme chaque classe a sa propre feuille de personnage, les capacités spécifiques de celle-ci sont déjà indiquées sur les feuilles. Et donc, c'est très important que vous preniez la bonne feuille de personnage liée à votre classe. La deuxième étape, c'est de choisir votre héritage. Donc, l'héritage de votre personnage combine 2 éléments, l'ascendance et la communauté. Les ascendances représentent la lignée de votre personnage, ce qui influence son apparence physique et son accès à certaines capacités spéciales. Le livre décrit chaque ascendance dans Daggerheart et les caractéristiques généralement partagées par ses membres, mais chaque joueur décide dans quelle mesure son personnage s'aligne avec l'expression standard de son ascendance. Donc, chaque ascendance confère 2 caractéristiques. Si certaines caractéristiques, comme la capacité de voler, sont implicitement liées à l'anatomie d'une ascendance, les joueurs déterminent la forme physique de leur personnage. Donc, collaborez avec le maître de jeu pour modifier les traits implicites qui correspondent pas à votre concept de personnage. Les règles de base du jeu incluent les ascendances suivantes. On a Clank, Dracona, Nain, Elfe, Fée, Faune, Firbolg, Fungrill, Galapa, Géant, Gobelin, Halfling, Humain, Infernus, Catari, Orc, Ribbet, Simia et une ascendance mixte. Donc, par exemple, vous pouvez choisir l'ascendance des Clank, qui sont des êtres mécaniques doués de conscience, construits à partir de différents matériaux, dont le métal, le bois, la pierre. Ils peuvent ressembler à des humanoïdes, à des animaux, voire à des objets inanimés. Du fait de leur constitution sur mesure, de nombreux Clank possèdent des configurations physiques hautement spécialisées. On peut citer par exemple des mains griffues pour saisir, des roues pour se déplacer ou des armes intégrées. Les fées sont des créatures humanoïdes ailées aux caractéristiques insectoïdes. Donc, ces caractéristiques couvrent un large spectre allant de l'humanoïde à l'insectoïde. Certains possèdent des bras supplémentaires, des yeux composés, des organes en forme de lanterne, des exosquelettes chitineux ou des dards. Les Fungrill ressemblent à des champignons humanoïdes. Ils peuvent avoir une apparence plus humanoïde ou plus fongique, selon votre choix. Ils se déclinent dans une variété de couleurs, des tons terreux au rouge vif, jaune et violet, comme vous voulez. Les Fungrill représentent une incroyable variété de corps, de visages, de membres, parce qu'il n'existe pas vraiment de forme commune tant que ça aux personnes champignons. Donc, ils peuvent communiquer de manière non verbale et de nombreux membres de cette lignée utilisent un réseau mycélien pour échanger chimiquement des informations avec d'autres Fungrill sur de longues distances. Un autre exemple serait les géants, qui sont des humanoïdes imposants aux épaules larges, aux longs bras et à 1 jusqu'à 3 yeux. Donc, ils sont facilement reconnaissables à leur large carrure et à leurs bras et cou allongés. Bien qu'ils puissent avoir jusqu'à 3 yeux, tous les géants naissent sans yeux et restent aveugles pendant leur première année. Jusqu'à ce qu'un géant atteigne l'âge de 10 ans et que ses traits soient pleinement développés, la formation de ses yeux peut fluctuer. Si vous décidez que votre personnage est issu de plusieurs ascendances et que vous souhaitez représenter ça mécaniquement dans le jeu, c'est possible. Lorsque vous choisissez une ascendance à la création de personnage, notez comment votre personnage s'identifie dans la section « Héritage » de votre feuille de personnage. Par exemple,
Si votre personnage descend à la fois de gobelin et d'orc, vous pouvez utiliser un terme hybride, tel que gobelin-orc, pour définir votre ascendance, ou vous pouvez aussi indiquer uniquement l'ascendance à laquelle vous vous identifiez plus, par exemple gobelin ou simplement orc, ou inventer un nouveau terme comme les dentelés, si ça vous tente. Avec votre maître de jeu, choisissez 2 caractéristiques parmi les ascendances de votre personnage. Vous devez choisir la première caractéristique d'une ascendance et la seconde de l'autre. Notez-les toutes, dans le fond, sur 2 fiches que vous pouvez conserver avec vos autres cartes ou à côté de votre feuille de personnage. L'héritage de votre personnage peut inclure plus que 2 ascendances si vous voulez, mais vous pouvez choisir que 2 caractéristiques parmi la liste que vous faites. Vous pouvez représenter d'autres ascendances par leur apparence ou leur histoire. Les communautés représentent un aspect clé de la culture, de la classe sociale ou de l'environnement d'origine qui a le plus d'influence sur l'éducation de votre personnage. Donc, la communauté de votre personnage lui confère une caractéristique. Donc, prenez la carte de l'une des communautés suivantes, puis inscrivez son nom dans le champ héritage de votre feuille de personnage. Les communautés qu'on retrouve, on retrouve Highborn, Loreborn, Orderborn, Ridgeborn, Seaborn, Slyborn, Underborn, Wonderborn ou Wildborn. Si je traduis sommairement, né dans une haute classe sociale, une communauté de savants, de l'ordre, des montagnards, des gens côtiers, des gens clandestins, des gens souterrains, des personnes nomades ou des personnes vraiment qui vivent plus à l'état sauvage. Par exemple, faire partie d'une communauté de savants, donc les Loreborn, accorde une grande importance au savoir, souvent sous forme de préservation historique, de progrès politique, d'études scientifiques, de développement de compétences ou de compilation de traditions et de mythologie. La plupart de ces membres effectuent des recherches dans des institutions bâties dans des bastions de civilisation, tandis que certains, plus éclectiques, s'épanouissent dans la collecte d'informations issues du monde naturel. Faire partie d'une communauté de Slyborn signifie que vous venez d'un groupe qui opère en dehors de la loi, comprenant toutes sortes de criminels, d'escrocs, d'arnaqueurs. Donc, les membres des communautés Slyborn se rassemblent autour d'objectifs peu recommandables et de moyens astucieux pour les atteindre. Donc, nombre d'entre eux possèdent un éventail de compétences peu scrupuleuses. La forgerie, je devrais dire, le vol, la contrebande, la violence aussi. Des individus de toutes les classes sociales peuvent être des Slyborn, des plus riches et influents aux plus modestes. La 3e étape pour créer votre personnage, c'est d'attribuer les traits de caractéristiques. Donc, votre personnage possède 6 traits qui représentent les aptitudes physiques, mentales et sociales. Donc, si on regarde agilité, une agilité élevée signifie que vous êtes rapide, agile sur les terrains difficiles et réactif face aux dangers. Vous effectuez des jets d'agilité, pour grimper à une corde, sprinter ou vous mettre à couvert ou bondir de toit en toit. Une force élevée signifie que vous excellez dans les prouesses qui mettent à l'épreuve vos prouesses physiques, bien entendu, et votre endurance. Vous effectuez un jet de force pour enfoncer une porte, soulever des objets lourds ou tenir bon face à un ennemi qui charge. Une finesse élevée signifie que vous êtes compétent dans les tâches qui requièrent précision, discrétion ou un contrôle absolu. Vous effectuez un jet de finesse pour utiliser des outils de précision, passer inaperçu ou frapper avec précision. Un instinct élevé signifie que vous avez un sens aigu de votre environnement et une intuition naturelle. Vous effectuez un jet d'instinct pour sentir le danger, remarquer les détails du monde qui vous entoure ou traquer un ennemi insaisissable. Une présence élevée signifie que vous avez une forte personnalité et une facilité pour les situations sociales. Vous effectuez un jet de présence pour plaider votre cause, intimider un ennemi ou capter l'attention d'une foule. Une connaissance élevée signifie que vous connaissez des informations que les autres ignorent habituellement et que vous savez utiliser votre esprit pour la déduction et votre capacité d'inférence. Vous effectuez un jet de connaissance pour interpréter les faits, discerner clairement les schémas ou mémoriser des informations importantes. Lorsque vous obtenez un jet de traits, qu'on appelle donc jet de caractéristiques, le modificateur de ce trait est ajouté au total du jet. Donc, vous devez attribuer sur votre feuille de personnage les modificateurs de +2, +1, +1, +0, +0 et -1 au trait de votre personnage dans l'ordre de votre choix.
La deuxième page de votre feuille de personnage, donc le guide, propose un ensemble de statistiques que vous pourriez utiliser selon votre classe. L'étape 4 est d'enregistrer les informations supplémentaires sur votre personnage. Donc, les personnages commencent habituellement une nouvelle campagne au niveau 1. Donc, inscrivez votre niveau dans l'espace prévu en haut de votre fiche de personnage. L'évasion représente la capacité de votre personnage à éviter des dégâts. Donc, elle joue le même rôle que la classe d'armure de Donjon Dragon, mais elle repose davantage sur l'idée d'agilité. L'évasion initiale de votre personnage est déterminée par sa classe et apparaît directement sous le champ « Évasion » de votre fiche de personnage. Donc, recopier ce chiffre dans le champ « Évasion », là, c'est assez logique. Lorsqu'un adversaire fait une attaque contre votre personnage, le maître de jeu roule contre votre évasion pour savoir si l'adversaire a réussi à vous toucher. Vous pouvez choisir comment l'évasion de votre personnage prend forme de manière narrative. Un magicien pourrait éviter les coups avec des boucliers magiques, alors qu'un rôdeur peut esquiver agilement les coups, ou un guerrier peut parer les attaques avec sa lame. Le principe, c'est que la personne ne vous touche pas si votre maître de jeu roule sous votre évasion. Votre évasion de départ est plutôt basse habituellement, mais c'est pas la seule manière d'éviter les dégâts. Donc, si vous êtes touché, vous aurez d'autres opportunités de réduire les dégâts qui vous sont faits en utilisant votre armure. Les points de vie dans le jeu sont une mesure abstraite de votre santé physique. Donc, vos points de vie de départ sont déterminés par votre classe et sont inscrits sur votre fiche de personnage. Vous ne marquez les points de vie que lorsque vous êtes blessé. Donc, vous n'avez rien à ajouter pour le moment. Au contraire, vous allez cocher ou indiquer les moments où vous êtes blessé jusqu'au niveau de vos points de vie. Le stress, lui, reflète votre capacité à supporter la pression mentale et émotionnelle des situations dangereuses et l'effort physique que vous faites dans le jeu. Donc, chaque personnage joueur commence avec 6 emplacements de stress. Comme pour les points de vie, on indique seulement sur la feuille quand on prend du stress, alors, pour le moment, on n'a rien à ajouter ici. L'espoir est une méta-monnaie qui alimente les attaques spéciales et certaines capacités ou caractéristiques de vos personnages. Donc, tous les personnages joueurs commencent avec 2 espoirs. Notez-les dans le champ « Espoir » de votre fiche de personnage. Donc, à chaque fois que vous allez rouler avec espoir, donc le résultat sur votre dé espoir est plus élevé que sur votre dé de peur, vous gagnez 1 espoir et ce jusqu'à maximum 6. L'étape 5 dans la création de personnages, c'est de choisir votre équipement de départ. Donc, pour vos armes, choisissez parmi le tableau d'armes de niveau 1 dans le livre du joueur, soit une arme principale à 2 mains ou une arme principale à 1 main, puis une arme secondaire à 1 main. Équipez ensuite votre sélection en l'enregistrant ou en l'indiquant dans le champ « Armes actives » de votre feuille de personnage. Votre feuille de personnage suggère aussi une arme s'arrimant bien avec votre classe si vous préférez suivre les suggestions qui sont données dans le jeu. Au niveau 1, votre maîtrise est de 1. Donc, notez ce chiffre-là dans le champ maîtrise de votre feuille de personnage. Indiquez votre jet de dégâts en combinant votre valeur de maîtrise avec les dés de dégâts de vos armes qui sont indiquées. Par exemple, si votre maîtrise est de 2, éventuellement, quand vous prenez des niveaux, et que les dés de dégâts de votre arme sont D6 plus 1. Donc, votre jet de dégâts va être de 2 D6 plus 1. La maîtrise détermine le nombre de dés de dégâts que vous lancez et n'affecte pas les modificateurs de dégâts qui, eux, sont fixes. Vous choisissez ensuite une armure qui vous permettra de réduire les dégâts que vous subissez. Encore une fois, les armures sont suggérées sur la feuille de personnage là, selon votre classe. Choisissez équiper une armure dans la table des armures de niveau 1 qu'on retrouve dans le livre, puis indiquez les détails dans le champ « Armure active » de votre feuille de personnage. Les seuils de dégâts d'une armure indiquent combien de dégâts votre personnage peut encaisser avant de marquer des dégâts sur la feuille. Ajoutez votre niveau de personnage aux 2 valeurs et indiquez le total pour ces 2 chiffres dans la place correspondante sur votre feuille de personnage. Vous inscrivez ensuite votre score d'armure dans le haut gauche de dans la section armure, de votre feuille de personnage. Ce score inclut la valeur de base de l'armure en plus de tous les bonus permanents que votre personnage a pour son score d'armure venant des autres habiletés. Donc les cartes de domaine, les cartes de pouvoir que vous avez pu avoir, là, donc tous ces bonus-là permanents que vous avez, vous pouvez les indiquer là. Quand votre personnage prend des dégâts, vous pouvez cocher un des petits boucliers à côté de votre score d'armure et réduire la sévérité des dommages que vous prenez de 1 seuil. Donc, passer d'un dommage sévère à majeur, passer d'un dommage majeur à mineur ou passer d'un dommage mineur à aucun dommage. Vous pouvez seulement marquer 1 coche par attaque et vous avez un nombre de coches équivalent à votre score d'armure. Votre inventaire inclut tout le reste
de ce que votre personnage transporte. Vous retrouvez aussi la liste de l'inventaire de base de départ sur l'endos de votre feuille de personnage. L'étape 6, c'est de créer votre historique. Donc, développer l'historique de votre personnage en répondant aux questions de votre guide de personnage, en les modifiant ou en les remplaçant si elles ne correspondent pas au personnage que vous souhaitez incarner. Votre historique n'a pas vraiment d'effet mécanique explicite, mais il va influencer grandement le personnage que vous incarnez, la préparation effectuée par le maître de jeu. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser le passé de votre personnage plus ambigu pour le moment et découvrir son histoire en jouant. L'étape 7, c'est de créer vos expériences. Donc, dans Daggerheart, l'expérience de votre personnage, c'est une des manières principales, je pourrais dire, pour vous d'exprimer le passé et l'expertise de votre personnage de manière mécanique. Donc, une expérience, c'est un mot ou une expression utilisée pour résumer un ensemble spécifique de compétences, de traits, de personnalités ou d'aptitudes que votre personnage a acquis au cours de sa vie. Lorsque votre personnage effectue une action, il peut dépenser un espoir pour ajouter un modificateur d'expérience pertinent au jet d'action. Votre personnage obtient 2 expériences à la création de personnage, chacune avec un modificateur de +2. Il n'existe pas de liste fixe d'expériences, mais une expérience ne doit pas être trop large et doit pas conférer à votre personnage des avantages mécaniques extraordinaires, tels que des sorts magiques ou des capacités spéciales. Par exemple, chanceux ou très compétent, c'est des expériences qui sont beaucoup trop larges parce qu'ils pourraient s'appliquer à pratiquement n'importe quel jet. De même, le vol supersonique ou invulnérable implique des capacités spéciales qui sont révolutionnaires, donc ça ne fonctionne pas. Des exemples d'expériences possibles pourraient être basés sur le parcours de votre personnage, comme forgeron, garde du corps, chef de la famille royale, artiste de cirque, médecin de campagne. Ce genre de trucs-là. Ça peut être des caractéristiques comme affable, aguerri, rat de bibliothèque, lâche, serviable, intimidant. Donc, ça peut être des aspects comme ça de son caractère. Vous pouvez aussi y aller avec une spécialité, comme acrobate, gambler, inventeur, cartographe, navigateur, tacticien, ou des compétences, comme menteur, négociateur, les mains agiles. Donc, certaines personnes peuvent aussi choisir d'y aller avec une phrase significative, comme en anglais, on dit « fake it till you make it » ou « le savoir, c'est le pouvoir », s'en prendre à quelqu'un de sa taille, ou « on ne laisse pas bébé dans un coin ». En jeu, lorsqu'une expérience de votre personnage correspond à la situation qui se présente ou pourrait être utile pour vous, vous pouvez l'utiliser pour démontrer son expertise. Donc, avant de faire un jet d'action ou une réaction, vous pouvez dépenser un espoir pour ajouter le modificateur lié à cette expérience au résultat du jet. Parfois, plus d'une expérience de votre personnage peut être pertinente. Vous pouvez alors utiliser toutes les expériences pertinentes en dépensant un espoir pour chacune utilisée. L'étape 8, c'est de choisir ou de confirmer les cartes de domaine. Donc, votre classe a accès à 2 des 9 domaines inclus dans le jeu de base. Donc, vous choisissez 2 cartes parmi les domaines de votre classe, listées en haut à gauche de votre fiche de personnage. Vous pouvez choisir une carte de chaque domaine ou 2 d'un seul domaine selon votre préférence. Donc, vous choisissez une carte de plus aussi à chaque niveau que vous gagnez. L'étape 9, c'est celle de créer des liens entre les personnages. Donc, les liens sont des relations entre les personnages autour de la table. Pour créer des liens, faites un tour de table et demandez à chaque joueur de décrire les personnages. Au minimum, leur nom, leur description, leur expérience et les réponses auxquelles qu'est-ce qu'ils ont répondu, donc font sur leur historique. Discutez des liens potentiels entre les joueurs à l'aide des questions de la section « Connexion » de votre guide de personnage comme source d'inspiration. Vous pouvez suggérer au moins un lien entre votre personnage et le personnage de chaque autre joueur. Vous pouvez accepter les liens suggérés que vous souhaitez explorer et vous pouvez aussi rejeter ceux que vous ne souhaitez pas explorer. Donc, un joueur peut rejeter un lien suggéré pour n'importe quelle raison et il n'y a aucun problème s'il n'existe pas de lien établi entre chaque paire de personnages joueurs. Vous pouvez toujours découvrir et développer les relations en jouant avec les autres personnages. Finalement, il vous reste à finaliser votre équipement et votre inventaire. Donc, votre équipement, c'est l'ensemble des cartes de domaine acquises dont votre personnage joueur peut utiliser les effets pendant la partie. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 cartes de domaine simultanément dans votre équipement. Une fois que vous avez acquis 6 cartes de domaine ou plus, vous devez en choisir 5 à conserver dans votre équipement et les autres sont considérées étant dans votre inventaire. Donc, les cartes dans l'inventaire sont inactives et n'influencent pas le jeu.
Donc, il est important de noter que vos cartes de sous-classe, donc de fondation, d'ascendance, de communauté ne comptent pas pour votre équipement ni votre inventaire et sont toujours actives et disponibles. À l'extérieur des repos en jeu, repos long, repos court, pour déplacer une carte de votre inventaire vers votre équipement, vous devez marquer un niveau de stress égal au coup de rappel de la carte. Donc, comme j'ai dit, situé en haut à droite de la carte, là, à côté du symbole de l'éclair. Si votre équipement est déjà plein, vous devez également déplacer une carte de votre équipement vers votre inventaire, mais ça se fait gratuitement. Lorsque vous gagnez une nouvelle carte de domaine lors d'un gain de niveau, vous pouvez immédiatement la déplacer gratuitement vers votre équipement. Si votre équipement est déjà plein, encore une fois, vous devez également déplacer une carte vers l'inventaire, mais encore une fois, ça se fait sans coût de stress. C'est important de noter que si un effet ou une capacité vous confère un nombre d'utilisation égal à un trait, une caractéristique que vous avez, et que sur cette caractéristique-là, vous avez un modificateur de plus 0 ou moins, bien, la carte ne vous accorde aucune utilisation. Ici, il n'y a pas de minimum 1 pour pouvoir jouer des cartes. Si vous avez 0 ou moins 1, vous ne pouvez juste pas utiliser la carte. Considérez aussi que si la description par défaut des effets mécaniques de vos personnages ne correspond pas avec leur style, vous pouvez toujours décrire autrement ce qui se passe. Toutefois, cette saveur-là que vous ajoutez ne devrait pas offrir aucun effet mécanique supplémentaire aux effets déjà existants dans la description de base. Par exemple, vous pouvez dire que la magie de votre roublard prend la forme de gadgets et d'inventions et que vous lancez une smoke grenade, une grenade de fumée, à la place de créer magiquement un nuage de fumée noire, dis-je. Mécaniquement, les effets sont les mêmes et vous donnez de la couleur à votre personnage en décrivant que vous le faites avec des petites inventions. Vous pouvez faire la même chose aussi avec des items, comme dire qu'un collier de runes magique vous protège, mais vous utilisez les statistiques et la mécanique d'une chainmail, par exemple, comme armure. Donc, tant aussi longtemps que vous utilisez des mécaniques du jeu, les statistiques, tout reste balancé et c'est parfait. Bien, votre personnage est maintenant complété, votre fiche est remplie. Je vais vous faire maintenant un petit topo des règles principales pour Daggerheart, question que vous puissiez aisément jouer votre première partie sans trop vous poser de questions. Donc, la mécanique de base de Daggerheart, c'est semblable à celle de la grande majorité des jeux de rôle. Le maître de jeu va narrer les détails, les joueurs posent des questions pour explorer la scène plus en profondeur et amasser de l'information. Le maître de jeu répond à ces questions-là, vous en pose aussi. Les informations amènent des opportunités d'action, donc des problèmes à régler, des obstacles à surmonter, des mystères à investiguer, etc. Et les joueurs et le maître de jeu travaillent ensemble pour faire avancer la narrative en fonction des actions prises et des résultantes, et le cycle recommence ad vitam aeternam. Donc, dans Daggerheart, lorsque le personnage devient le focus d'une scène, on dit qu'il est dans le spotlight. Donc, même si plusieurs personnages peuvent être impliqués dans un moment dramatique, il y a souvent un personnage qui va mener l'action. Donc, ça peut être le personnage en train de négocier pour faire baisser le prix de la marchandise, celui qui tire un allié hors d'une zone de danger, ou un ennemi faisant une attaque. Donc, le spotlight bouge autour de la table de manière plutôt organique alors que les scènes se déroulent, mais les mécaniques du jeu peuvent aussi déterminer où va le spotlight par la suite. Par exemple, si un joueur roule un jet avec peur, donc le dé de peur est plus élevé que le dé d'espoir, la mécanique permet au maître de jeu de donner le spotlight à un adversaire pour qu'il puisse agir contre les héros. Il faut donc noter que Daggerheart ne fonctionne pas avec des tours sous une forme traditionnelle. Vous n'avez pas un nombre d'actions que vous pouvez prendre avant de passer à quelqu'un d'autre. Les joueurs devraient suivre la suite naturelle de ce qui arriverait, logiquement, ou l'ordre d'action des personnages, bougeant le spotlight autour de la table à qui est logique de donner le focus sur le moment présent. Le jeu propose une règle optionnelle pour ceux et celles qui préfèrent jouer avec des tours tactiques ou plus structurés, donnant un nombre d'actions limité à chaque personnage joueur. Donc le jeu recommande par exemple 3 actions. Lorsque le combat commence, chaque joueur et joueuse place leur jeton d'action sur leur feuille de personnage pour représenter le nombre d'actions qu'ils peuvent prendre. Les joueurs et joueuses jouent ensuite normalement, mais ils enlèvent un jeton à chaque fois qu'ils performent une action significative ou font un jet. Lorsqu'un joueur a utilisé tous ses jetons, il ne peut pas agir avant que tous les autres joueurs aient dépensé tous leurs jetons, puis on recommence la mécanique et tout le monde remplit ses 3 jetons et on recommence comme ça. Le jeu reprend des termes fréquemment vus aussi dans les jeux PTBA, le Powered by the Apocalypse, pour parler d'action. Ainsi, lorsque vous décidez de faire quelque chose et que le spotlight vient sur vous, votre personnage fait ce qu'on appelle un mouvement.
ce que vous décrivez dans le fond au groupe que vous êtes en train de faire. Donc, un mouvement, c'est une action qu'un personnage prend pour faire avancer l'histoire, comme parler à une personne, interagir avec l'environnement ou utiliser une habileté de classe ou un sort. Donc, les mouvements n'ayant que peu d'enjeux réussissent automatiquement, alors que les mouvements amenant un risque vont nécessiter un jet de dés. Le maître de jeu a aussi des mouvements. Donc, ces derniers peuvent arriver presque n'importe quand, mais sont plus communs lorsqu'un joueur va rouler avec peur, les dés de dualité, ou y échoue sur un jet. Typiquement, les mouvements du maître de jeu escaladent la tension de manière dangereuse. Plusieurs mouvements de maître de jeu ne requièrent aucune dépense de ressources, mais les maîtres de jeu peuvent dépenser les jetons de peur qu'ils gagnent lorsque vous roulez avec peur pour faire des mouvements additionnels ou plus puissants. Comme mentionné plus tôt, on joue avec 2 dés 12 qu'on appelle les dés dualité. Les dés dualité sont utilisés lorsque les joueurs interagissent avec le monde en combattant comme en dehors des combats. Ces 2 dés représentent l'espoir et la peur. Selon que le joueur réussit ou échoue avec espoir ou peur face au test de difficulté du maître de jeu, la suite des événements peut changer considérablement. Donc l'espoir, c'est une ressource qui permet d'utiliser des capacités spéciales, comme utiliser l'expérience, aider un allié, faire une action en tag team, qui est possible dans ce jeu-là, où 2 personnages combinent leurs efforts pour faire une action, ou d'activer une habilité d'espoir sur votre feuille de personnage. La peur, elle, c'est une ressource essentielle pour le maître de jeu. On peut dépenser la peur de plusieurs manières, par exemple en utilisant l'attaque peur d'un adversaire ou en tirant un avantage d'un jet. Lorsque vous roulez vos dés de dualité, si vous roulez avec peur, ça veut aussi dire qu'une complication arrive suite au jet, même si le jet est un succès. Lors d'un jet, il est important de regarder lequel de vos dés a un résultat plus élevé. Si c'est sur votre dé d'espoir, votre personnage gagne 1 point d'espoir supplémentaire, et il n'y arrive pas de conséquences néfastes. Si votre dé de peur est supérieur à celui d'espoir, même si vous réussissez votre jet et que vous réussissez le test de difficulté du maître de jeu, vos actions ont des conséquences négatives. Donc on s'entend, vous pouvez réussir avec espoir, tout va bien. Vous pouvez réussir avec peur, vous réussissez mais il y a des conséquences négatives. Vous pouvez échouer avec espoir, vous échouez tout simplement. Et vous pouvez échouer avec peur, et là, ça va pas bien. Si les 2 dés affichent le même résultat, il s'agit d'un succès critique. Donc, ce jet-là compte un succès avec espoir, même si la somme obtenue entraînerait habituellement un échec. Donc, en plus de gagner un espoir, vous pouvez aussi effacer un stress de votre fiche de personnage. Finalement, si c'est un jet de combat, vous faites aussi des dommages supplémentaires. Lors des différents jets, il se peut que vous deviez rouler avec des dés supplémentaires. Vous pouvez ainsi rouler avec un avantage ou un désavantage. Lorsque les joueurs obtiennent un avantage ou un désavantage, ils lancent un dé à 6 faces, donc un D6, et augmentent ou diminuent le score utilisé pour l'avantage ou le désavantage respectivement. Donc, vous roulez vos dés d'espoir, vous obtenez une somme de 15 et vous roulez avec des avantages. Donc, vous roulez un D6, vous avez 3, donc vous soustrayez 3 au chiffre de 15 et vous avez obtenu 12. Si vous aviez avantage, alors à ce moment-là, vous auriez augmenté votre résultat de 3 et vous auriez eu 18. Il se peut aussi que vous ayez des habiletés qui viennent ajouter des dés à votre jet ou qu'un autre personnage vous donne un dé supplémentaire en vous aidant. Vous faites les mêmes types de mathématiques à ce moment-là. Vous calculez les différents résultats en ajoutant ou soustrayant, selon le cas, au résultat des dés de dualité. À ce résultat-là, vous ajoutez ou soustrayez les derniers modificateurs. Pour les jets, une caractéristique vient modifier le résultat. La plupart du temps, c'est le maître de jeu qui va dicter quel trait de votre personnage est utilisé, mais pour les attaques, il s'agit de votre arme ou votre sort qui va le déterminer. Votre modificateur à ce trait viendra changer le résultat final positivement ou négativement. Vous pouvez aussi ajouter des points d'expérience en dépensant de l'espoir pour augmenter votre résultat en justifiant le lien entre votre passé et le jet actuel. Donc, certaines habiletés de classe, comme des cartes, des de fondation ou de domaine, peuvent aussi ajouter des modificateurs, tout comme des bonus et pénalités liés à l'équipement. Donc, vous calculez tout ça et vous annoncez votre résultat final, toujours avec peur ou espoir. C'est le maître de jeu qui définit la difficulté des défis rencontrés par les joueurs. Si le jet de dés du joueur est supérieur au niveau de difficulté, il réussit. Sinon, il échoue. Pour faciliter le calcul, le jeu propose, avant le jet, de prendre autant de jetons que le nombre de modificateurs qui s'appliquent. Par exemple, si vous avez -1 en agilité, mais que vous avez +2 en expérience, ben vous avez +1 au final et donc mettez un jeton de côté.
C'est plus facile, quand vient le temps de rouler les dés, de vous rappeler le modificateur final à ajouter à votre jet. Et le total des additions-soustractions peut parfois devenir mélangeant, surtout quand il y en a plusieurs. On s'entend que mon exemple de -1 + 2, c'était pas trop difficile, mais quand vous avez plusieurs expériences et que vous avez plusieurs cartes et modificateurs, ça peut devenir lourd. Comme mentionné plus tôt, pour savoir si un adversaire vous touche lors d'un combat, ces jets se font contre votre niveau d'évasion, donc le score de classe de base modifié par les cartes de domaine, l'équipement, les conditions et plus encore. Si le jet dépasse votre score d'évasion, vous êtes atteint. Lorsque vous prenez des dégâts, vous cochez entre 1 et 3 points de vie selon le seuil de dégâts qui est atteint. Donc lorsque le maître de jeu vous dit de prendre des dégâts, vous comparez le seuil dit aux différents seuils sur votre feuille de personnage. Au lieu de chiffres représentant les points de vie d'un personnage, les points de vie ici sont représentés par 6 cases vides. Lorsque vous subissez des dégâts, les joueurs remplissent les cases en fonction des seuils de dégâts de votre personnage. Donc les dégâts sévères dépassent le 2e seuil et vous indiquez 3 PV. Les dégâts majeurs se retrouvent entre les 2 seuils et vous cochez 2 PV. Les dégâts mineurs, eux, sont sous le 1er seuil et vous cochez 1 PV. Si vous réussissez à réduire les dégâts à 0 ou moins, vous cochez aucun PV. Il est possible d'effacer des marques durant les temps de repos et d'augmenter sa limite de points de vie en gagnant des niveaux. Dans Daggerheart, les enjeux peuvent être importants, donc il est donc probable que vos personnages périssent au cours d'une campagne. Cependant, marquer son dernier point de vie signifie pas forcément la fin de la partie. Donc, il faudra effectuer à ce moment-là un coup mortel. Donc, un coup mortel offre aux joueurs 3 options. Vous pouvez accepter la mort. Donc, le personnage, à ce moment-là, effectue une dernière action avec l'accord du maître de jeu, avec un succès critique automatique avant de périr de manière héroïque. Vous pouvez aussi éviter la mort, mais avec des conséquences. Donc, votre personnage perd connaissance et vous travaillez avec le maître de jeu pour expliquer comment la situation empire. Votre personnage ne peut agir d'aucune manière que ce soit pendant qu'il est inconscient, mais il ne peut pas être la cible d'une attaque ennemie. Il peut reprendre conscience lorsqu'un allié vous guérit d'au moins une case de PV ou lorsque votre groupe termine un repos long. Donc, après avoir perdu conscience, vous roulez votre dé d'espoir. Si la valeur est égale ou sous votre niveau, vous prenez une cicatrice. Donc, l'impact narratif d'une cicatrice dépend vraiment entièrement de vous et de comment vous voulez l'intégrer. Ça peut être physique, ça peut être mental, mais mécaniquement, les conséquences sont quand même désastreuses. Donc, vous cochez, vous effacez, on pourrait dire, un emplacement d'espoir. Donc, il ne pourra plus être coché, vous descendez le nombre d'espoirs possible. Si un personnage a plus d'emplacement d'espoir à cause de trop nombreuses cicatrices, il est simplement retiré du jeu. Finalement, vous pouvez aussi risquer tout. Donc, lancez vos dés de dualité. Si l'espoir est plus élevé, votre personnage survit pour un autre combat, effaçant les points, les coches que vous avez faites dans vos points de vie et ou de stress, équivalent à la valeur que vous avez obtenue sur votre dé d'espoir. Si la peur est plus élevée, votre personnage meurt. Donc, meurt. En cas d'égalité, donc de succès critique, vous guérissez tous vos points de vie et votre stress et vous survivez. Toutefois, on s'entend que tant que vous n'êtes pas mort, vous pouvez être très stressé par les circonstances en jeu. Donc le stress, c'est la pression physique et mentale exercée sur votre personnage joueur, que ce soit à cause d'un événement traumatisant dont il est témoin, d'une capacité qui incite votre personnage à dépenser du stress ou à une conséquence d'un échec. Donc le maître de jeu peut aussi proposer de prendre du stress en échange d'un succès sur un jet. Si vous cochez la dernière case de votre stress disponible, vous avez maintenant la condition vulnérable et tous les jets d'attaque contre vous vont se faire à avantage. Si vous devez prendre un stress supplémentaire alors que toutes vos cases sont pleines, vous prenez alors un dégât physique automatiquement. Le stress est une ressource qui peut être éliminée pendant les temps d'interruption, donc les temps de repos. Il existe 2 types de temps d'interruption, les repos courts et les repos longs. Lors d'un repos court, qui dure environ 1 heure, vous pouvez échanger n'importe quelle carte de domaine équipée pour des cartes dans votre inventaire et vice-versa, et vous pouvez faire 2 mouvements de repos. Ou vous pouvez faire aussi 2 fois le même, à votre convenance. Donc, vous pouvez soigner vos blessures en effaçant un des 4 plus le tiers de votre personnage, je vais vous expliquer c'est quoi, en point de vie sur votre feuille. Vous pouvez aussi guérir un allié de la même façon.
Vous pouvez effacer le stress aussi avec un des 4 plus votre tiers de personnage en expliquant comment vous relaxez ou vous faites baisser la tension. Vous pouvez seulement le faire pour vous-même à ce moment-là. Vous pouvez réparer votre armure, donc effacer un des 4 plus votre tiers de coche sur les petits boucliers sur votre armure. Vous pouvez aussi réparer l'armure d'un allié. Finalement, vous pouvez préparer le chemin, donc regardez vers quoi vous allez et vous gagnez un espoir à ce moment-là. Si vous le faites, ce mouvement-là, avec un allié, vous gagnez 2 espoirs chacun. Lors d'un repos long, qui représente quelques heures à ce moment-là où les héros s'installent et se reposent, il est aussi possible de changer les cartes équipées pour celles de son inventaire, mais les mouvements possibles sont un peu différents. Donc encore là, vous en sélectionnez 2, vous pouvez faire 2 fois le même. Donc vous pouvez guérir toutes vos blessures ou celles d'un allié, vous pouvez enlever tout votre stress, vous pouvez réparer la totalité de votre armure ou celle d'un allié, vous pouvez vous préparer pour la suite en gagnant un espoir ou 2 si vous le faites avec un allié. Et vous pouvez aussi travailler sur un projet personnel. Donc, c'est possible d'avoir des missions personnelles comme comprendre, lire un livre, comprendre une intrigue, faire un puzzle ou créer des relations avec un NPJ quelconque. Donc, rapidement, je parlais du tiers. Là. Les tiers de votre personnage dépendent vraiment de son niveau. Tiers 1, c'est niveau 1. Tiers 2, c'est niveau 2 à 4. Tiers 3, niveau 5 à 7. Et le tiers 4, c'est niveau 8 à 10. Gardez en tête que Daggerheart, c'est un jeu narratif. Il est donc dans l'esprit même du jeu que vous décriviez comment vous faites chacun de ces mouvements-là pour que ça soit pas simplement des options mécaniques. Gardez aussi en tête que ces temps de repos permettent aux personnages d'avoir des moments plus personnels. Mais le monde, lui, il n'arrête pas de tourner pendant ce temps-là. Donc, le maître de jeu a aussi ses propres mouvements durant les temps de repos. Lorsque vous prenez un repos court, votre maître de jeu va gagner un des 4 jetons de peur, et pour un repos long, il va gagner un des 4 plus le nombre de personnages joueurs, et il peut avancer un compteur pour des événements à long déploiement qu'il organise dans l'histoire de la partie. Finalement, Daggerheart peut autant se jouer grâce au théâtre de l'esprit qu'avec l'aide de cartes et de miniatures. Donc, le jeu calcule la plupart des distances avec le principe de portée. Donc, sur une carte, là, 1 pouce entre les personnages équivaut à environ 5 pieds dans l'univers du jeu. Lorsque les personnages sont à portée mêlée, on dit qu'ils sont à distance de se toucher. La portée très proche est d'environ 5 à 10 pieds, donc 1 ou 2 cases sur une carte, là, et permet de voir les fins détails de ce qui est observé. Le déplacement entre la portée très proche et mêlée fait partie de l'action du personnage lorsqu'il désire tenter quelque chose. La portée proche, elle, est d'environ 10 à 30 pieds, permet de voir les détails généraux qui sont autour de nous ou ce qui est vraiment proéminent. C'est aussi possible de se déplacer jusqu'à la portée mêlée sans problème dans le cadre de l'action tentée. La portée loin, elle permet de voir l'apparence générale de la cible, mais sans les détails. On parle d'une distance entre 30 et 100 pieds. Donc, pour se déplacer à portée mêlée, le maître de jeu peut demander un jet d'agilité pour être capable de se déplacer sécuritairement et assez rapidement, avant de faire son action. Donc, en cas d'échec sur ce jet d'agilité-là, le spotlight retourne au maître de jeu sans que l'action soit faite. Finalement, on parle de portée très loin pour les distances entre 100 et 300 pieds qui permettent seulement de voir une forme sans aucun détail. Donc, un jet d'agilité, dis-je, peut encore être demandé par le maître de jeu pour permettre de se déplacer jusqu'en portée mêlée pour faire une action en lien avec la cible. Les items et les sorts utilisent donc ce principe de distance-là de portée. Prenez pour acquis que toutes les distances inférieures à celles indiquées sont permises, à moins que le contraire soit indiqué. Par exemple, un bâton pouvant frapper à portée proche va pouvoir aussi frapper à portée très proche et portée mêlée. Si vous désirez bouger dans une situation où il y a un danger ou un enjeu de temps, sans même faire d'action en bonne et due forme, gardez aussi en tête que pour vous déplacer sur une distance qui dépasse votre portée proche, un jet d'agilité pourrait être requis. En cas d'échec, vous pourriez être intercepté par des ennemis ou subir un élément environnemental qui vous empêche de continuer. Ben voilà, communauté de coups critiques, vous savez maintenant comment créer votre personnage et jouer les premières parties
du moins tout votre premier niveau à Daggerheart. Une prochaine vidéo va suivre avec l'explication des mécaniques qui sont davantage utilisées par le maître de jeu, dont les compteurs d'événements à long terme dont je parlais. D'ici là, je serais intéressée de connaître votre avis sur ces règles-là. Est-ce que vous trouvez le jeu original? Est-ce que c'est trop simple, trop lourd pour ce que vous aimez comme type de jeu? Est-ce que des mécaniques ressortent du lot pour vous et qui vous intéressent particulièrement? Ou au contraire, certaines mécaniques vous refroidissent dans les mécaniques de jeu que j'ai nommées? Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, suivre la chaîne de Coup Critique, commenter et même venir nous rendre visite sur Patreon si ça vous chante. Donc, sur ce, je vous dis au revoir, bonne partie et à la prochaine.